Thème de la conférence de ce soir, présenter le conférencier, et tout d'abord vous rappeler que c'est la suite de certains aspects qu'on a évoqués l'an passé à propos de la théorie du genre, et on avait vu comment y répondre à partir de l'anthropologie biblique, la tripartie, la pensée de saint Paul, et c'était une philosophe, Marion Duvauchel, qui était venue. Ce soir, c'est un médecin, prêtre, universitaire, qui vient de publier un livre, et je pense que sans vous flatter, je pense qu'il fera date, du moins en langue française. C'est un livre complet qui traite du mystère de l'homme depuis l'Antiquité, la pensée biblique, patristique, et c'est un livre, je pense, essentiel pour le combat, pour la défense de nos identités. L'homme est en péril de mort, comme le disait Marcel de Corte. C'est d'une part la dissociété, c'est le refus du lien, et la rébellion radicale vis-à-vis de toute transcendance. Alors bien sûr, on peut être très pieux, mais vivre comme un païen, vivre comme un démocrate, mettre les droits de l'homme avant une vision chrétienne sur l'homme. Malheureusement, ce que l'on constate à l'heure actuelle est le résultat d'une longue suite d'erreurs pas toujours voulues de l'Occident. Un dualisme a marqué la pensée occidentale. Augustin, Saint-Augustin, et ça s'explique très bien par les polémiques antipélagiennes, entre autres, mais sa pensée a été durcie. Un certain thomisme a été gauchi. Et on a vu certains sophistes revenir, comme dirait Saint-Augustin, non, Saint-Jérôme, comme le chien revient à sa vomissure, revenir à ses anciennes amours, le paganisme, et voir dans le mal un principe ontologique, quelque chose de monstrueux. Puis il y a eu Descartes. Distinction aussi, on est très éloigné de la pensée traditionnelle, même de l'Occident chrétien médiéval. Et bon, ça ce serait le sujet d'un débat éventuel. Quand vous voyez Descartes dans la lignée du Concile de Trente, ça pourrait être sujet d'un vaste débat. Hein. D'ailleurs, le Concile de Trente n'a pas toujours tranché ces questions extrêmement délicates. Puis, il y a eu le XVIIIe siècle, Rousseau, Voltaire, la Métrie, et ce que je remarque, que le père Boboc a su utiliser de manière judicieuse et intégrer dans une réflexion théologique les travaux de Xavier Martin. Et il faut voir que cette négation de l'homme, ce suicide de l'homme, a quelque chose d'apocalyptique. Il ne s'agit plus uniquement d'avortement, il ne s'agit plus uniquement de manipulation génétique, il s'agit au fond de créer un homme ex nihilo, où l'homme s'arroge un pouvoir, en quelque sorte, d'un démiurge, donc quelque chose de radicalement blasphématoire. Et si on veut comprendre les projets de notre société, il faut lire avec soin un auteur très prolixe, Attali. Ah bon? Bien sûr. Il y a 5 ans, il parlait du polyamour, de l'euthanasie pour raisons économiques, que sais-je. Parce que l'animal, homme, n'est plus qu'une machine, qu'un outil. Et ça, c'est l'héritage du XVIIIe siècle. Donc, si on veut survivre, il n'y a qu'une solution, c'est revenir à la vraie tradition. Et entre autres, j'ai beaucoup apprécié vos références
à Saint-Jean-Damascène. Et certainement, Jean Damascène est le père de l'Église orientale le plus abordable par un occidental. Alors je ne rentre pas dans les détails, par exemple sur l'icône, ainsi de suite, la pensée de ce saint, on peut la retrouver sous la plume d'auteurs cisterciens au XIIe siècle. Je pense que j'en ai dit suffisamment, j'ai même été trop long. Donc je souhaite ce livre et aux idées que vous soutenez un certain succès. Il s'agit d'un combat salutaire. Et je vous prierai pendant la conférence de l'écouter avec attention et de poser tout à l'heure des questions judicieuses, que ce soit sur ce qu'est l'homme, soit en bioéthique, le père est médecin, et toutes ces questions ont été abordées de manière lumineuse. Voilà, à vous mon père la parole. Cher père, merci infiniment. Je suis un peu gêné de votre présentation, d'abord parce que vous me mettez dans une situation délicate. Il va falloir essayer d'être à la hauteur de ce que vous avez dit. Mais d'abord, je voudrais vous remercier pour la présence que vous avez eue ces dernières années. Je vous ai vu passer dans notre église et je savais qu'un jour ou l'autre, on se rencontrerait d'une autre façon. Vous avez oublié quelque chose d'essentiel, c'est le titre de la conférence. Moi, je ne le connais pas. Alors, je suis à votre disposition. Vous avez parlé, bien avec beaucoup trop d'éloges, de ce livre. C'est vrai que j'y tiens beaucoup parce que ce livre est un pavé dans la mare. Il est théologique, mais c'est aussi un livre de combat. Et c'est bien triste d'arriver à mon âge pour devenir un combattant. Mais je crains que nous n'ayons plus le choix. C'est très difficile de combattre lorsqu'on est dans l'Église. C'est surtout difficile lorsque l'Église a oublié de combattre et qu'on est seul à vouloir combattre. C'est ça, le combat singulier est très délicat. Nous vivons une période très particulière. Alors, naturellement, je vais utiliser des néologismes, des termes barbares, mais enfin, puisqu'on nous les impose, on va s'en servir. Certains disent que nous sommes dans la post-modernité. D'autres disent que nous sommes déjà dans une période de transhumanisme. Et d'autres disent que ce transhumanisme, lorsqu'il sera arrivé à son apogée, ouvrira la porte au post-humanisme. Alors voilà, des grands mots, mais qui cachent une réalité bioéthique. Dans les conclusions de cet ouvrage, je m'étais promis, si le bon Dieu le veut bien, c'est-à-dire me laisser le temps de le faire, de proposer deux traités, un sur l'anatomie de la métamorphose, il faut entendre par là l'anatomie de la métanoïa, de la conversion, qui se doublait d'un opuscule visant à revoir le procès du traducianisme, puisque tout comme Origène, je pense que l'Église ne s'est pas suffisamment expliquée sur l'âme, que celle-ci est à géométrie variable en fonction des théologiens, et qu'aujourd'hui, la question de l'animation de la matière doit être totalement revue parce que nous avons des données scientifiques qui permettent de s'appuyer sur elles. Donc je voulais revoir la question du traducianisme. D'autant que pour cela, je m'adosse à des théologiens de premier ordre. Et puis enfin, je pensais que ceci, une fois bien installé, l'anthropologie tripartite, c'est-à-dire l'anthropologie qui nous dit, comme saint Paul et comme saint Irénée,
que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit, qui n'est pas l'Esprit Saint, qui est l'esprit de l'homme, eh bien, je pensais qu'à partir de là, je pourrais justifier une bioéthique orthodoxe. Quand je dis orthodoxe, je ne parle pas de l'orthodoxie confessionnelle, je dis orthodoxe, c'est-à-dire de la foi réelle que nous partageons. Et c'est donc ce qui va se passer. Je change l'ordre de la chronologie de mon travail et j'attaque actuellement les questions bioéthiques. Alors hier, j'étais à l'Institut Saint-Serge où il y avait l'ouverture de la séance annuelle où on m'a demandé de faire un discours académique. Alors, je ne sais pas si c'était très académique, mais en tout cas c'était un discours qui a mis les francs-maçons à leur place. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, si jamais c'était le cas, je vous prie de m'en excuser d'avance, mais je vais quand même assez mal vous arranger. Je ne sais pas s'il y a des médecins parmi vous, ou des biologistes, mais ce que je vais dire risque aussi peut-être de gêner certains s'ils font de la recherche, mais on va aussi mettre le pavé dans la mare. Alors, avant de rentrer dans un débat général, je voudrais vous dire quelques mots sur... Je voudrais faire le procès de l'imposture. Le procès de l'imposture qui, en bioéthique, est évident. Alors, je vais vous dire quelques mots sur l'imposture. Nous devrions être capables de faire usage du discernement et de l'économie au sens orthodoxe du terme. Vous savez, l'économie, c'est c'est pour nous la possibilité parfois de faire une entorse à un canon. Un canon n'est pas un dogme, il est recevable, il est modifiable dans le temps en fonction des événements. Donc, l'économie est une richesse qui permet de nous adapter à des situations limites. Mais voilà, la question est la suivante. L'imposture est-elle en fait un état normal de notre civilisation actuelle? Alors je cite quelqu'un qui n'est pas du tout de notre bord, mais parfois c'est utile de regarder ce qui se passe chez des gens qui pensent autrement. Il est intéressant d'observer la pathologie dans ce qui se passe habituellement, dans ce qui passe habituellement pour normal. Le monde est rempli de personnes, entre parenthèses, comme si. Personnes comme si, ce sont les simulateurs, comme les enfants qui jouent dans la cour de récréation et qui disent « comme si, moi je serais celui-ci, toi tu serais celui-là ». Et plus encore d'imposteurs et de simulateurs. Depuis que je m'intéresse à l'imposteur, il me paraît partout. Je le trouve parmi mes amis et mes relations, aussi bien qu'en moi-même. Alors cette remarque que l'on doit à Paul-Laurent Assoun dans son livre « L'imposture dans le siècle », l'art du semblant, publié en 2010, et qui est reprise par Roland Gary dans son livre « La fabrique des imposteurs ». C'est un psychanalyste et un professeur de psychopathologie à Marseille. Eh bien, cette réflexion nous conduit en fait au cœur de mon sujet. Si l'imposture peut être en fait le propre d'une époque à la dérive, on peut le voir en politique, dans le monde social, on peut le voir chez les historiens, ne parlons pas de la culture, on peut le voir dans l'art, sous toutes ses formes. Mais c'est, je crois, dans le domaine des sciences de la vie, et plus particulièrement de l'anthropologie, que l'imposture se manifeste avec le plus d'acuité, et en particulier dans les sciences dites humaines. Alors si le traitement médiatique de l'événementiel et de l'actualité peut nous fournir des exemples d'imposture majeure, par exemple
la manipulation lorsqu'elle est en action. Ce ne serait peut-être pas tout à fait honnête de vouloir tenir un langage en s'appuyant sur des faits récents. Il faut regarder les choses quand même avec un peu plus de recul. L'imposture trouve son fondement dans une tromperie volontaire et dans une manipulation, et cela sévit particulièrement en bioéthique, lorsque les sciences sont dévoyées, lorsque leurs résultats sont faussés ou faux. Alors un exemple de cette imposture scientifique, ou sous couverture scientifique, c'est naturellement la fausse découverte du gène de l'homosexualité. Oui, la fausse découverte du gène de l'homosexualité. Dean Hammer, qui était pourtant un chercheur reconnu, mais justement pas dans le domaine de la génétique. Vous savez, pour isoler sur un chromosome un locus particulier porteur d'un gène spécifique, il faut une vingtaine d'années. Quand on peut faire ça en 2 ans, publier ses résultats, sur la base de prendre son désir pour une réalité, on aboutit à cela. Donc, une imposture totale qui a donné à ce chercheur l'occasion de publier à New York en 1994 La science du désir, la recherche du gène de l'homosexualité et du comportement biologique. Traduit en français. Alors ça s'est avéré une sottise totale, mais grâce au lobby homosexuel, finalement, l'Office de l'intégrité de la recherche ne l'a pas puni. Bon voilà, le mal était fait. Parce qu'on a commencé à parler des causes de l'homosexualité en parlant en termes génétiques, et l'adjectif génétique s'est collé au substantif homosexualité, et nombre de contemporains, de théologiens et de bioéthiciens que je ne citerai pas, parce qu'ils prétendent avoir été mes maîtres, s'y sont fait prendre. Alors voilà un très bel exemple de l'imposture scientifique. Après celle-ci, s'est greffée une autre. C'est la théorie du genre. Alors je ne peux m'empêcher de vous recommander un petit ouvrage je crois que c'est un franciscain, le père Verlinde, petit ouvrage minuscule, mais extrêmement précis sur l'origine de ces déviances, qui ne sont dues en fait qu'au groupe féministe britanno-américain et surtout au lobby LGBT. Alors tout cela a fini par créer un climat juridique qui a été favorable aux législateurs pour légiférer à partir de normes nouvelles. Bon. Parenthèse. L'anti-humanisme des humanistes des Lumières. Comme l'a si bien démontré Xavier Martin, dont vous parliez, Père, tout à l'heure, dans des ouvrages que je ne peux m'empêcher de vous rappeler, le fameux Voltaire méconnu, les aspects cachés de l'humanisme des Lumières, ou L'homme des droits de l'homme et sa compagne, ou le quotient intellectuel et affectif du bon sauvage, et puis un très bel article qui s'appelle « Le tribut des Lumières à la bioéthique ». Eh bien, tout ceci, allié au culte de la raison, a généré le biotope propice à la floraison d'une anthropologie de l'émancipation et de l'autonomie humaine. Renonçons au modèle chrétien d'une anthropologie révélée, car c'est là où nous sommes avec une anthropologie révélée par rapport à une anthropologie étriquée. Cette formule de l'anthropologie étriquée, elle n'est pas de moi, elle est du père Henri de Lubac, qui lui aussi est un tripartiste. Alors c'est sans doute là une immense imposture à laquelle se sont ralliés les bons esprits du XVIIIe siècle et les médecins philosophes qui voulaient recréer l'homme
dans une apostasie de type civilisationnel, pardonnez-moi, tout à fait précurseur du transhumanisme, et qui annonce déjà le post-humain. Parce que de l'homme-machine de Julien Offray de la Métrie à la machine-homme, il n'y avait qu'un pas à franchir. Voltaire, qui n'était pas franchement un imbécile, a admiré le titre de l'ouvrage d'Offray de la Métrie, parce que ça lui donnait de l'eau à son moulin et du grain à moudre. Il n'a pas aimé le livre, mais il a aimé le titre, L'homme-machine. Alors nous vivons dans une sorte de paranoïa où nous développons naturellement un raisonnement logique sur des bases fausses. Eh bien dans ces conditions, il n'y a rien de plus logique de dire que nous pouvons utiliser les embryons humains dès lors que l'on a décrété que l'embryon humain n'est pas une personne. Ce décret, l'embryon humain n'est pas une personne, point, c'est le début de la fin. Alors, dans une logique de conséquence, après avoir réduit l'homme à une machine ou à une plante, on le réduit à ses paramètres biologiques, et en fin de compte, on s'octroie le droit de décider de sa vie ou de sa mort, selon des critères de qualité somatique ou génétique, d'améliorer l'espèce, on le fait, puis de refonder une morale laïque en ne s'adossant ni aux lois naturelles ni aux lois chrétiennes, et uniquement à un homme totalement émancipé de sa relation à Dieu. Le dualisme occidental dont parlait le père Thierry tout à l'heure n'est pas totalement étranger à cette façon de voir les choses. Et donc le père de Lubac, s'irritant de voir l'esprit disparaître dans l'anthropologie humaine, l'a traité d'anthropologie étriquée et universitaire. Il allait plus loin en accusant Victor Cousin. Alors en un temps assez court, mais fruit d'une maturation mortifère, on a assisté, et puis on est aux premières loges, au retournement complet des valeurs chrétiennes. L'Europe de ces dernières années, c'est le théâtre d'une montée en puissance exponentielle de la transgression des lois de la nature et de celle du christianisme, dans un climat juridico-moral, avec un arsenal de lois, et surtout de dérogations aux lois, fondée sur une nouvelle imposture, et une imposture, celle-ci, elle est sémantique. C'est ce que j'appelle le compassionnel. Pour un médecin, se dresser contre le compassionnel, c'est pas très bien. Et pour un prêtre, c'est encore pire. Mais c'est le compassionnel, mal compris, qui est une imposture. La bioéthique est en elle-même une imposture. C'est un alibi de la pensée correcte qui devient une espèce de nuage anesthésiant engourdissant l'esprit critique. Et tout cela cache, en fait, des démarches létales où l'homme veut être un démiurge. Et il peut l'être. Jamais oublier qu'actuellement, on a quand même réussi, en faisant un chromosome artificiel, grâce à nos connaissances dans le décodage, on peut faire un chromosome artificiel, le faire rentrer dans une bactérie et obtenir un organisme capable de se multiplier. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin de la création de la vie, mais malgré tout avec de la vie. Et donc dans ces conditions, il n'y a plus de limite pour les chercheurs, car tout ce qui peut être fait sera fait. On ne peut pas empêcher la recherche de continuer. Et les législations bioéthiques qui sont toujours accompagnées de dérogations sont devenues insuffisantes.
L'un des problèmes juridiques qui relèvent de l'imposture, c'est que l'on légifère d'une façon générale à partir de cas limites. On le voit très bien dans une autre imposture récente, l'histoire du mariage pour tous. Aussi bien que dans l'approche de la vie. Dans les deux cas, l'objectif est caché. Dans le mariage pour tous, finalement, la question de l'homosexualité est totalement secondaire. Il y a toujours eu des homosexuels, il y en aura demain. Par contre, avoir favorisé le mariage pour tous, c'était le premier pas pour casser la filiation. Et c'est ça qui est l'objectif. Casser la filiation, de façon à pouvoir aboutir au post-humain. Et à l'homme numérique, dont je crois qu'un certain président, récemment à la télévision, a utilisé l'adjectif. Donc dans les deux cas, l'objectif est caché, et voyez-vous, dans le grand discours que nous avons actuellement en France sur la fin de vie, eh bien, l'objectif, ce n'est pas de lutter contre l'acharnement thérapeutique, c'est une évidence. L'objectif, c'est d'aboutir, comme d'autres pays européens, à l'euthanasie active et au suicide assisté. Nous avons la procréation médicale assistée, nous aurons la mort assistée. Sur le plan juridique, à peine parvient-on à un texte d'encadrement de tel ou tel type de recherche que les dérogations qui lui sont jointes font office de jurisprudence et appellent à la révision du dit texte. Ainsi en est-il des révisions périodiques des lois de bioéthique en France, et qui vont toujours dans le sens de la permissivité. Le professeur Jacques Tétart, il porte bien son nom parce que, oui, le bébé éprouvette, le Tétart. Le professeur Jacques Tétart, l'un des premiers à avoir fait un bébé éprouvette, reconnaît aujourd'hui que chaque pas, je le cite, plus permissif que le précédent est logiquement argumenté et que dans ces conditions, puisque on vit dans la logique, on ne peut plus arrêter le processus. Eh bien, il en est exactement de même dans le transhumanisme, et je cite, « Pas à pas, année après année, petite transgression indolore, par petite transgression indolore, notre transhumanité, toujours plus technophile, pourrait se faire à l'idée de la post-humanité. » Ceci est dit par le professeur Laurent Alexandre, un neurobiologiste tout à fait au fait de ses connaissances et de sa science, il sait de quoi il parle. Mais le mal est depuis longtemps avec nous, dans une obstination que l'on a peine à concevoir. On refuse de statuer sur la personne de l'embryon humain et on s'évertue à le considérer comme un petit amas cellulaire. Alors ceci est une contre-vérité et c'est une imposture. Car justement, dès la syngamie c'est l'union d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Dès la syngamie, ça forme un zygote. Et ce zygote est un vivant animé, avec son propre patrimoine génétique unique et irremplaçable. Et là gît toute la question d'où découlent toutes les dérives de la bioéthique. La légalisation de l'avortement. Vous pouvez peut-être avoir des idées différentes de moi là-dessus, on en parlera. La légalisation de l'avortement en France, dont le 40e anniversaire vient d'être fêté avec faste à l'Assemblée nationale, pour mémoire, 7 personnes, 7 parlementaires seulement, ont voté contre, ou ont manifesté leur opposition. Eh bien, cette légalisation de l'avortement, c'est révélé en matière bioéthique le début de la fin, car la légalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, depuis elle, on est passé à l'obligation de créer des centres d'IVG dans les hôpitaux, et les chefs de service récalcitrants ont eu l'obligation d'installer dans leur service une annexe, où, comme au rugby, passe le bal à ton voisin, d'autres médecins, moins tatillons, pourront faire des IVG.
Donc voilà une imposture terrible, parce qu'on force quelqu'un d'autre à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc, on a voulu essayer de casser la clause de conscience. Alors voilà un autre thème de cet exposé. Casser la clause de conscience. Eh bien, c'est cette fameuse clause de conscience que la parlementaire autrichienne Ulrike Lunacek a voulu l'an dernier noyer dans toute une série d'articles et de recommandations au Parlement de Strasbourg. Alors évidemment, il était question d'homosexualité, il était question naturellement d'IVG, il était question de tout ce qu'on peut imaginer, mais il y avait noyé dedans la clause de conscience. Il fallait faire en sorte que la clause de conscience ne puisse plus être, soulevée par des médecins récalcitrants ou par des mères qui ne veulent pas faire des mariages homosexuels ou par différentes choses de ce type. Donc la clause de conscience actuellement est dans la ligne de mire. Et il était clair que dans cette recommandation qui avait été faite à Strasbourg, il était recommandé donc que ceux qui voudraient se prévaloir de cette clause de conscience doivent se démettre ou se soumettre. Alors ce doublon d'un accent très eugéniste, l'IVG, dont Madame Edita Estrela, cette fois c'est une autre parlementaire d'origine portugaise, qui a recommandé par 3 fois l'an dernier aux instances de Bruxelles la libéralisation totale, prend parfois un autre nom, c'est celui d'IMG, c'est-à-dire d'interruption médicale de grossesse, dans un certain nombre de cas de malformation ou d'handicap prévisible. Aujourd'hui en France, et ça vous en avez certainement tous fait l'observation, on ne rencontre plus dans nos villes de mamans tenant par le bras un enfant trisomique. Alors où sont-ils? Eh bien, ils ne sont pas nés. Ils sont disparus avant de naître. Et ceci, ce n'est pas dans un pourcentage léger, c'est 96% des enfants trisomiques qui sont exécutés avant la naissance. Et la chasse aux trisomiques est ouverte. Je vais y revenir. Notre société devenue eugéniste jette d'ailleurs un regard réprobateur sur les familles qui ne se soumettent pas à une interruption médicale de grossesse quand elle n'est pas appelée, tenez-vous bien, interruption thérapeutique de grossesse. On se demande où est la thérapie. C'est donc aussi une imposture, celle-ci de type sémantique et criminel. Un autre thème typique de notre époque, c'est la question de la prédictibilité. C'est tout à fait majeur dans notre société. Par exemple, dans le domaine de la justice et de la prophylaxie de la criminalité, la psychiatrie actuarielle constitue un des exemples les plus significatifs de cette mutation anthropologique. Ce qui compte, c'est la biographie du déviant, la connaissance du curriculum vitae de ses troubles, ce qui permet d'évaluer le risque de récidive. Nous sommes donc à l'ère du principe de précaution dans tout domaine et du profilage statistique du risque, dont le risque médical. Or, c'est justement ce profilage statistique du risque qui, avec le génétiquement correct, fait une sorte de pari sur l'avenir humain et qui conduit aux démarches eugénistes. Le professeur Didier Sicard, qui avait été chargé par le président Mitterrand il y a 2 ans d'établir une photographie de la fin de vie en France, et qui a sorti un mémorandum d'une centaine de pages excellent, dit que le principe de précaution s'est glissé dans le domaine de l'obstétrique. En effet, le dépistage est, si l'on peut dire, obligatoirement proposé.
Et il n'est pas question, donc, si c'est obligatoirement proposé, de le refuser. Même si, en fait, ce dépistage, lorsqu'un diagnostic sanguin laisse supposer qu'il puisse y avoir effectivement un problème de trisomie, on passe à une amniosynthèse, une choriosynthèse, qui elles-mêmes ne sont pas des actes anodins, et peuvent abîmer un fœtus qui n'est peut-être pas touché. Alors, si l'on en prend tellement à son aise, avec des fœtus déjà très avancés, quelle digue pourra-t-on ériger pour retenir le geste fatal qui est fait sur un jeune embryon? Vous savez que le développement de la procréation médicalement assistée est systématiquement générateur d'embryons surnuméraires, et que ces embryons surnuméraires sont tous pratiquement voués à la mort, à la destruction, s'ils ne sont pas réclamés dans un laps de temps légal, ou s'ils ne font pas partie de ce qu'on appelle un projet parental. Alors voilà encore une belle affaire que le projet parental. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais tâcher d'être un peu humoristique parce que c'est assez triste. Un couple n'est pas fertile comme il le souhaite, alors on va faire une PMA, et puis on obtient des embryons surnuméraires. Et puis on part à Deauville en week-end, et là on se dit que finalement on a changé d'avis. Cet embryon qui a été choisi parce qu'il est le meilleur des 4 ou 5, c'est celui-là qui sera notre fils ou notre fille. Il est un projet parental. Mais le lundi, on passe un coup de fil au cabinet médical, on a changé d'avis, vous pouvez garder les embryons. Donc l'embryon n'est plus, dès cet instant, il n'est plus un projet parental. Et donc il est devenu matériau biologique. Point. Voilà ce que c'est que le projet parental. Imposture. Elle est flagrante. Alors que deviennent ces embryons surnuméraires? Ils sont congelés. Au bout de 4 ans, la loi française oblige à les détruire. Ils peuvent être donnés à un couple qui demanderait un embryon. Donc, reproblème de filiation. Alors on me dira, oui, mais c'est de l'adoption. On va en parler. De l'adoption. Généralement, il devient un matériau biologique utilisé par les laboratoires pour expérimentation, parce que vous allez voir à quoi sert, dans quelques minutes, à quoi servent ces embryons. Et mesdames, je ne veux pas vous faire avoir une mauvaise digestion, mais si vous avez mis du fond de teint, ou si vous avez des rouges à lèvres particuliers, venant de certaines maisons que je ne citerai pas parce que je n'ai pas encore envie d'avoir un procès, vous avez de l'embryon sur vous. Pardon? Non, je ne cite pas. Non, je ne cite pas, non, j'en ai trop. J'en ai trop. Ces embryons sont utilisés parce qu'ils sont riches en cellules pluripotentes. Et vous savez, une cellule pluripotente, c'est une cellule initiale qui peut devenir, comme on le veut, selon l'endroit où elle va être posée, une cellule cardiaque, une cellule cérébrale, une cellule musculaire, etc. Bien. Alors, j'en dis un mot. L'actualité toute récente, janvier 2015, de la greffe sur un cœur malade d'une femme. On lui a greffé des cellules souches embryonnaires pluripotentes, obtenues par fécondation in vitro, rien à voir avec elle, hein, par fécondation in vitro, et on a obtenu donc des cellules embryonnaires, et on les lui a mis sur le cœur, et elles deviennent des cellules cardiaques, et on répare son cœur. Problème bioéthique fondamental. Est-ce que je peux... Ça, c'est le problème de Dostoïevski et d'Alyosha. Hein. Est-ce que je peux supprimer un être ou supprimer l'humanité pour un être ou un être pour l'humanité? Problème de bioéthique typique. Alors cette intervention, je le cite là, vous voyez, cette intervention s'est réalisée à l'hôpital Pompidou, dans le service du professeur Ménasquet, qui depuis plusieurs années avec Friedman faisait une campagne, je parlerai de Friedman tout à l'heure, faisait une campagne extrêmement forte pour obtenir de l'État la dérogation pour l'expérimentation des cellules, avec cellules embryonnaires. Or, il existe une possibilité, il y a une alternative.
Il y a une alternative à cette activité qui est létale, qui avait valu en 2012 le prix Nobel de médecine aux biologistes Yamanaka Shinya et Gurdon, un Britannique, qui ont justement ouvert la voie à une possibilité de rajeunissement des cellules. C'est une expérience absolument fabuleuse qui permet à partir d'une cellule adulte, comme nous en avons tous, de revenir à la situation de base d'une cellule pluripotente initiale. Il y a aussi la possibilité d'avoir des cellules pluripotentes initiales dans le cordon ombilical, dans le placenta, etc. La collecte des cordons ombilicaux ne se fait pas en France. Ça coûte cher. Tellement plus simple de sacrifier des embryons humains. Parce qu'il y a là quelque chose de vicieux. J'ai, moi, le pouvoir de vie et de mort sur des embryons humains. Je suis le démiurge. La non-reconnaissance de la personne humaine dans l'embryon, c'est une dévaluation de l'homme dans le fait qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, des critères somatiques et génétiques. Évidemment qu'il n'y a pas un médecin de par le monde qui réintroduirait dans un utérus un embryon dont on sait qu'il est déficient. Mais on savait bien, en commençant l'expérimentation, qu'on allait obtenir ce résultat. Et que donc on allait non pas donner ces embryons à la science, mais on allait les supprimer obligatoirement. Donc c'est ça l'expérimentation du bébé médicament en 2011, le bébé du double espoir. Alors, le professeur René Friedman a donné juste la veille du discours à l'Assemblée nationale un article dans le Figaro. Je ne peux pas... on va le regarder ensemble. C'est dans le Figaro du 12 juillet 2013. Il déclare de façon péremptoire et sans appel « L'embryon n'est pas une personne, point ». Cette déclaration vient juste donc avant le débat du lendemain au Parlement, et quand même il n'a pas eu le culot ou le courage, je ne sais pas comment il faut dire, de déclarer que l'embryon humain n'est pas une personne. Il dit l'embryon n'est pas une personne. Et il dit à juste titre que la loi qui serait votée mettrait fin à une incohérence et à une instabilité juridique, puisque l'on parle caché. Oui, c'est vrai. C'est malheureusement exact, sous le couvert des dérogations. Les dérogations sont en général l'antichambre de l'autorisation, mais ça permettait de ne pas violer les consciences trop brutalement. Et le professeur Friedman reconnaissait alors qu'il voulait continuer sa recherche sans avoir en permanence une épée de Damoclès et que les médecins ne soient pas soumis à cette pression. Et il nous traitait, nous les chrétiens, d'idéologues. Or c'est exactement ce que dit Madame Elisabeth Badinter, qui nous a déjà fait un très beau livre sur l'absence d'instinct maternel. Alors Madame Badinter dit, dans une interview révélatrice, je cite, « Il me semble totalement irrationnel de vouloir donner un statut à l'embryon qui n'est qu'un agrégat de cellules, et quid alors des pratiques de la fécondation in vitro et de la congélation des embryons. Il n'est pas question de donner un statut juridique à l'embryon, ni au-dessus ni en dessous de 10 semaines. Je récuse totalement l'idée de personne potentielle. Personne potentielle, c'était pourtant une expression de Friedman. Je récuse totalement l'idée de personne potentielle pour l'embryon, qui est une notion introduite par les chrétiens, les plus traditionnalistes. À partir du moment où les médecins, tenez-vous bien, sont en mesure d'assurer la survie du fœtus sans la mère, le fœtus n'appartient plus seulement à la mère. La barre de l'infanticide, en fait, est une barre mouvante qui dépend des progrès de la science. Texte stupéfiant, qui ne faisant de l'embryon qu'un amas de cellules, légitime alors toutes sortes de fécondation in vitro et réduit la notion de personne à une conception à géométrie variable en fonction, en fait, des possibilités des laboratoires.
René Friedman remarquait avec justesse que la destruction des embryons était autorisée de facto en France, puisqu'il y a 50 000 embryons congelés, qui ne font pas partie d'un projet parental. Alors là, voilà, de nouveau, la chose. Projet parental, possibilité d'une vie, pas de projet parental, matériel biologique. Friedman introduit aussi un argument que je n'aime pas trop. Il induit en fait un procès d'intention. En effet, vous remarquez que sur mon texte, c'est en rouge. Oui. Je me suis expurgé tout seul. Il dit en effet que pour les opposants, c'est-à-dire nous, ce sont les connaissances que l'on pourrait obtenir de ces embryons, qui de toute façon sont détruits, qui sont condamnables, plus finalement que la destruction en elle-même. Or, ce que nous contestons, c'est la destruction d'embryons humains, point. D'où vient cette perfidie? Et suit un autre paragraphe où Friedman fait une différence entre les connaissances que l'on peut obtenir et l'usage que l'on peut en faire. Il va jusqu'à dire, on peut avancer sur le plan de la connaissance et se limiter sur son application, dit-il, ajoutant l'exemple malencontreux de l'énergie atomique, dont on se sert pour l'électricité, alors qu'on a la capacité scientifique de faire des bombes atomiques. Ben, il me semble personnellement qu'on ne s'est pas privé d'en faire, et même de les lâcher. Donc l'argument n'est pas très sérieux, il est incohérent, et suit bien entendu une accusation d'obscurantisme à l'endroit des opposants, ce qui est par une formule qui a été empruntée à Hervé Schneeweiss, qui dirige le comité d'éthique de l'INSERM, et qui nous dit « Ce n'est pas en cultivant l'ignorance que l'on fera pousser les idées du progrès ». La remarque n'est pas fondée, et le porte-parole des évêques catholiques de France avait bien raison de dire « Notre opposition à l'adoption du texte par le Parlement, qui fait passer la recherche sur l'embryon de l'interdiction avec dérogation à l'autorisation encadrée, n'est surtout pas une opposition obscurantiste, car les cellules souches pluripotentes induites ont des vertus thérapeutiques très prometteuses. Mais voilà, ce n'étaient pas les mêmes cellules souches. Nous sommes pas seuls à vouloir défendre l'embryon. Le professeur Emmanuel Sapin déclarait quelques jours auparavant au Figaro qu'une loi autorisant les recherches sur l'embryon humain et qui conduit à sa destruction apparaît scientifiquement injustifiée et éthiquement inacceptable. Et c'est aussi l'opinion du professeur Alain Privat, pour qui l'expérimentation sur l'embryon, qui n'a plus aujourd'hui de justification scientifique ni thérapeutique, constitue à l'égal de la gestation pour autrui l'instrumentalisation de l'autre à ses fins propres, contraire à tout principe éthique. Alors le plus stupéfiant, c'est que l'avocat de l'expérimentation sur embryons humains va jusqu'à dire, je le cite, « Pour moi, l'embryon n'est pas une personne humaine, c'est une personne en devenir que s'il est dans un projet parental. » Alors c'est donc encore un argument juridique, un capricieux projet en fait, qui décide, octroie ou concède le caractère d'humanité à un embryon. Ensuite, René Friedman s'appuie sur les vieilles erreurs aristotéliciennes des fameux 40 jours après lesquels l'âme vient à l'embryon. Vous connaissez cette affaire. L'auteur n'hésite pas à parler de Thomas d'Aquin, du Talmud, du Coran, et dans un fourre-tout douteux, vient appuyer sa position morale, tandis qu'il fait remarquer que le document du Vatican, Donaem Vitae, rédigé par le cardinal Ratzinger, influence certains de nos députés, les poussant à vouloir protéger les personnes en devenir, donc les embryons. La charge antichrétienne est vraiment de mauvaise aloi pour quelqu'un qui avait ouvert un congrès sur la bioéthique dans une institution orthodoxe où j'ai l'honneur d'enseigner. Un autre argument stupéfiant, c'est l'usage que le professeur Friedman fait de la taille de l'embryon pour essayer de le banaliser. Je le cite, « L'embryon mesure une dizaine de millimètres et n'a aucune forme humaine. Un œil, écoutez bien, un œil non averti ne peut pas différencier un embryon de souris d'un embryon humain.
il faut également savoir que quand on parle d'embryons congelés, il s'agit d'embryons qui ont 2, 4 ou 6 jours maximum. Mais quelle portée peut avoir cet argument? Sinon que d'avoir influencé notre ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Geneviève Fierrosso, qui reprend à son compte les mêmes arguments, à savoir qu'un embryon n'a que 5 à 7 jours et demi. Quelle précision! Qu'il a été conçu par fécondation artificielle dans le cadre d'un projet parental et que ces cellules sont invisibles à l'œil nu et sans organes en formation. La ministre reprend les arguments hautement discutables de Friedman et traite elle aussi les opposants d'être des idéologues. N'est-ce pas lui, en fait, qui est incohérent dans ses arguments? Qu'est-ce que ça veut dire un œil averti? Un œil averti peut donc... Non, un œil non averti ne peut pas faire la différence. Mais alors un œil averti, monsieur le professeur, un œil averti, par contre, peut donc bien, si je comprends bien, faire justement la différence entre un embryon humain et un embryon de souris. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est un contre-argument? La taille, la forme, l'aspect, l'âge, tout cela nous ramène à la distinction faite dans l'Antiquité entre fœtus formé et reconnaissable comme humain, c'est-à-dire configuré, et fœtus non formé, ou plutôt non configuré. Je vous renvoie au livre du Lévitique, où tout cela est parfaitement expliqué. Lorsqu'une femme est bousculée par un homme et qu'elle perd un fœtus, si un aspect configuré qui ressemble à peu près à un homme, alors c'est très grave, parce que ça sera la loi du talion, mort contre mort. Et si finalement, ça ne ressemble pas à grand-chose, eh bien, il paiera le prix que demandera le maître de la femme. Alors de nouveau, le professeur Friedman, sans doute malgré lui, reprend des thèses obsolètes, et pourtant qu'il connaît très bien. Cherche-t-il à démontrer quoi que ce soit? Je dis non. Il affirme que de toute façon l'expérimentation sur l'embryon existe déjà et qu'elle aura lieu, et que l'agence de biomédecine a déjà donné plus de 20 dérogations à ce type de recherche. Vous savez que l'agence de biomédecine, cette fois-ci, c'est nous qui allons l'accuser d'être dirigée par des idéologues. Et quels idéologues? Et puis Friedman reconnaît avec fierté que ce type de recherche est mené en vue d'améliorer les performances de la PMA. Alors cette fois-ci, tout est dit. Le mot n'est pas prononcé, mais nous sommes bien dans l'eugénisme. Et pour conclure, avec beaucoup d'élégance, René Friedman s'en prend aux cellules pluripotentes induites, qui ont leurs limites, dit-il, et ne peuvent assurer, dit-il, la même garantie que les cellules embryonnaires. Il serait donc hautement préférable de sacrifier des embryons humains. Petit coup de pied de l'âne au prix Nobel de médecine 2012, les biologistes que j'ai cités tout à l'heure. Une autre forme de grande imposture, c'est la question de la filiation. Alors, en France, une des papesses de la pensée nouvellement correcte, j'ai cité Madame Irène Théry, il faut quand même savoir qui c'est, hein, c'est la directrice des études de la Grande École, sociologue du droit depuis 1985, agrégée de lettres, membre du Haut Conseil de la Famille depuis février 2013, un tas de rapports, etc. C'est la maîtresse femme de la famille, si je puis dire, dans le régime socialiste. Ses titres universitaires sont éloquents et, naturellement, elle a une grande audience. Dans le journal du Monde du 10 février 2013, elle nous dit, je la cite, que dissocier le mariage homosexuel du droit à l'adoption par les couples de même sexe aurait constitué une grave erreur. Et Madame Théry s'en prend alors à Madame Sylviane Gaczynski, vous voyez qui c'est, hein, voilà, qui pensait que le gouvernement s'était fourvoyé en liant deux questions qui, d'après elle, n'ont rien à voir entre elles. Et Madame Théry ne supporte pas l'idée que la filiation puisse être considérée en analogie avec la procréation. Un père, une mère, mon Dieu, quelle horreur, hein. Mais au-delà du côté incendiaire de l'article où deux dames du Parti socialiste s'affrontent, ou du moins Madame Théry règle ses comptes, il y avait un véritable débat d'idées où, il faut le reconnaître, l'intelligence n'est pas absente, et sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Madame Théry dit « La vraie grandeur de la loi en débat,
c'est justement de prendre très au sérieux l'adoption et ainsi de remettre sur ses pieds le débat législatif. Car pour les juristes, le lien de filiation est un. Mais il existe différentes modalités pour l'établir, selon que la filiation repose sur la procréation, sur l'adoption ou sur l'engendrement avec un tiers d'honneur. Les fondements du lien ne sont pas du tout les mêmes. Pensez autrement qu'on ne l'a fait dans le passé. Il faut penser autrement qu'on ne l'a fait dans le passé, la coexistence de ces trois grandes modalités. C'est ça le cœur du débat. Et la sociologue continue sur cette lancée et dévoile sa position. Ce sont les règles qui gouvernent l'adoption, si nous en saisissons bien le sens, qui nous permettront demain de mieux édifier celles qui devraient gouverner l'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur, en plaçant au centre le sens humain du don de l'engendrement, que ce don soit de sperme, d'ovocytes ou de gestation, car, dit-elle, les modalités d'établissement de la filiation ne peuvent pas rester immobiles quand la société tout entière ne repose plus sur un grand principe de partition entre un monde masculin et un monde féminin, se redoublant dans chaque maison d'un grand principe de partition entre les tâches du père et les tâches de la mère. Alors ici, le ver qui était dans la pomme montre le bout de son nez. On n'est pas loin des aberrations féministes et peut-être même de la théorie du genre. Non pas qu'il faille, dit-elle, tout bouleverser, non pas qu'il faille passer, comme on l'entend parfois dire, d'une filiation biologique à une filiation sociale, car la filiation d'hier n'était pas biologique, mais instituée sur le socle du mariage. Et voilà, le mot est dit. Le mariage est cause de tous les maux, et comme on va le voir, et la filiation de demain, dit-elle, ne déniera pas l'asymétrie des sexes dans la transmission de la vie, tout simplement parce que cette asymétrie n'a jamais produit la moindre socialité naturelle entre les sexes. Au contraire, elle peut être source de violence, et il faut toujours et partout la mettre en signification et la rapporter à des règles, l'instituer en un mot. Alors cette fois, après une analyse concise de cette question de la procréation et de celle de l'adoption, l'asymétrie des sexes est dénoncée comme source de violence obligatoire. L'auteur, qui mène cependant un combat très intéressant contre l'anonymat des géniteurs, a-t-elle vraiment pris en compte les géniteurs rémunérés, les donneurs de sperme qui se trouvent pères biologiques de centaines d'enfants, sans aucun cas de conscience par ailleurs? Alors, refusant de calquer la filiation sur la procréation, l'auteur nous dit « C'est toute la question ouverte par la transformation historique de l'adoption depuis l'automne où elle a été conçue comme une deuxième naissance, justifiant parfois de cacher à l'enfant qu'il avait été adopté et d'effacer toute trace de son origine. » Alors, si la démarche intellectuelle est apparemment saine, du moins sur ce point précis, elle vient cependant en contradiction avec la réalité des donneurs de paillettes dans les banques de sperme, qui se moquent totalement des conséquences de leurs actes. On dit même que ce sont des actes généreux, même lorsqu'ils sont rémunérés. Et l'auteur conclut. Rompre avec ce mythe, le mythe, calquer la filiation sur la procréation, valoriser l'adoption pour elle-même, et ne plus confondre un parent et un géniteur, tel est l'enjeu de la réforme. Elle démontrera qu'avoir deux pères ou deux mères est possible, est pensable, et ne dénie en rien que nous sommes tous issus de l'un et de l'autre sexe. Depuis une semaine, 10 jours, en Grande-Bretagne, on a accepté, c'est voté, la possibilité d'avoir 3 géniteurs. Par l'introduction et par une manipulation sur les mitochondries d'une cellule, on a donc un père qui donne son sperme, une mère qui donne son ovocyte, et l'un d'entre nous qui donne une cellule sur laquelle on va retirer des mitochondries pour remplacer d'autres mitochondries qui peuvent être porteuses d'une anomalie, pour éviter la transmission héréditaire. Je donnerai les références. C'est dire, si l'on comprend bien, la réalité des sexes existe, leurs produits gonadiques aussi, mais l'homme a le libre choix de leur utilisation dans une procréation de son choix, dominée par le principe d'adoption. Alors c'est exactement ce qu'avait prédit le professeur Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, en disant que les techniques de PMA correspondront, je cite, à la dernière phase d'un transfert de responsabilité en matière de procréation, qui va de Dieu au prêtre, du prêtre au prince, du législateur au couple, du couple à la femme seule. Sur le statut de la famille et de la paternité, le même médecin annonçait « Celui qui engendrera n'est plus forcément celui qui sera le père,
La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer. Le père n'est plus le géniteur, mais celui qui élève l'enfant. Et donc il propose de nouvelles relations entre les sexes. C'est presque humoristique. Après l'exploitation de l'homme par l'homme, puis de la femme par l'homme, le consensus des sexes enfin délivré du capitalisme et du productivisme, voici donc venir la cruelle nécessité de réinventer de nouvelles relations entre les sexes. Et une note dionysiaque ponctuait la fin. La sexualité sera l'intercesseur entre l'homme et la divinité. S'il vous plaît. Ce principe d'adoption est cependant éminemment théologique. Dieu n'a qu'un fils, le Verbe, l'homme monogène, engendré mais non créé. Et si l'on dit des hommes qui sont les fils de Dieu, c'est justement par adoption, créant une filiation ouvrant droit à l'héritage. On trouve ça en Romains 8, 15, 17. C'est sur cette base paulinienne que nous devons penser l'adoption et toute sa grandeur. Mais doit-elle mettre en cause le principe sacré de la procréation et de la filiation? Et si nous sommes tenus d'adopter socialement et chrétiennement ces êtres artificiellement conçus, quelles que soient les modalités techniques employées, voire criminelles s'il y a eu destruction d'embryons, nous ne pouvons pas théologiquement parlant, ni accepter, ni encourager, ni faire preuve de cette fameuse économie envers des dérives technico-biologiques utilisées. Nous sommes devant un fait accompli et devons gérer au mieux l'adoption de ces enfants innocents. Il en sera de même dans le cas des enfants qui seront nés d'une mère de substitution. Le patriarcat de Moscou a récemment donné un texte plein de sagesse sur le rôle éminent des parrains et marraines qui retrouvent tout leur sens pour la réception dans l'Église de ces enfants. Plusieurs autres patriarcats ont eu de courageuses prises de position éthiques. Je pense au patriarcat roumain qui a soutenu à fond le projet européen, l'un d'entre nous, c'est-à-dire un embryon, l'un d'entre nous, et qui a réuni plus de 1 800 000 signatures pour la défense de l'embryon. On n'a jamais vu une telle mobilisation, et donc la cause chrétienne de la défense de l'embryon n'est pas perdue. Une parenthèse sur les contraceptifs. J'ai personnellement travaillé à la fabrication de contraception hormonale à une époque où, après mes études de médecine, j'ai été bombardé directeur médical dans un laboratoire américain, et je suis parti en Californie, et je suis tombé dans le piège A Woman Forever, une femme pour l'éternité. On a commencé à fabriquer des pilules. Ces pilules, elles étaient, marketingement pensant, elles étaient pour le tiers-monde. Mais voilà, le tiers-monde, c'était trop cher, ce sont nos femmes qui les ont mangées, les pilules. D'où la situation démographique. J'ai été eugéniste. J'ai été eugéniste jusqu'à l'âge de 30 ans. Et c'est sans doute pour ça que je mène actuellement cette guerre. Les contraceptifs peuvent parfois avoir un intérêt thérapeutique. Et s'ils sont pris à visée thérapeutique, il est bien entendu que l'Église, en tout cas la mienne, n'y voit aucun inconvénient. C'était la position de Pie XII aussi. Oui, mais passant du contraceptif, on est passé au contre-gestatif. Le contre-gestatif, c'est tout à fait autre chose. Parce que c'est un produit qui empêche un embryon formé de pouvoir se nider, c'est-à-dire trouver sa place dans la muqueuse utérine. Les dispositifs intra-utérins, les stérilets et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ce ne sont pas des contraceptifs, ils sont vendus comme contraceptifs. Pas des contraceptifs, c'est des contragestatifs. C'est-à-dire qu'un embryon formé dans une trompe utérine, qui descend dans l'utérus et qui cherche sa place, il ne la trouve plus, il peut se nider. Et donc, de façon aveugle, la femme avorte. Elle ne le sait pas. Avortement aveugle. Mais on n'a pas dit la vérité. L'imposture est là aussi. Ne parlons pas de ce que le professeur Jérôme Lejeune appelait, dans un texte qui avait été cependant déjà voté en 2014, mais considéré comme insuffisant par le pouvoir, d'autant que l'euthanasie revient au devant de la scène, il est réactualisé par le fameux procès du docteur Bonnemaison, accusé d'avoir pratiqué 7 empoisonnements.
Seulement voilà, l'euthanasie est pratiquée dans plusieurs pays d'Europe, et même sur des mineurs. Ça a été voté l'an dernier en Belgique, comme ça l'est déjà aux Pays-Bas et au Danemark. La question sera donc débattue cette année, et je pense qu'elle sera débattue jusqu'à ce que tout soit adopté. Il en est de même pour toutes les dérives. En France, on y va à petits pas. Puis on accélère, et enfin on passe en force si c'est nécessaire, comme dans le mariage pour tous. Cette question de la fin de vie est tout à fait paradigmatique de notre situation. En 2011, le président Hollande demandait au professeur Didier Sicker donc d'établir un rapport sur la fin de vie en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, excellent document. Mais cette étude montrait en fait que nous avons, nous en France, tout l'arsenal thérapeutique nécessaire pour faire face pratiquement à tous les cas, et aux cas des plus extrêmes souffrances. Parce que la loi de Jean Leonetti, du nom de son rapporteur, permettait déjà d'utiliser ce que l'on appelle la sédation continue. Mais on veut aller plus loin. La sédation profonde, pardonnez-moi. Mais on veut aller plus loin, on veut de la sédation profonde passer à la sédation profonde et continue, c'est-à-dire l'euthanasie. Eh bien, c'est encore insuffisant. Il faut pouvoir s'arroger le droit de décider de la mort d'autrui, du quand et du comment de cette mort, et bien entendu, une fois encore, avec l'alibi du compassionnel. Enfin, il y a une formule qui traîne partout, qu'on entend tout le temps, mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité devient aussi le maître mot de cette affaire. En effet, il y a eu une foison d'ouvrages publiés ces temps derniers concernant cette question. Les titres sont évocateurs. Le plus important à cause de la position de son rédacteur s'appelle « L'euthanasie par compassion, manifeste pour une fin de vie dans la dignité ». C'est un ouvrage d'Emmanuel Hirsch, et Emmanuel Hirsch est quand même le directeur de l'espace éthique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Je ne crois pas. Je ne peux pas répondre à cette question, ça je ne le sais pas, mais je ne le pense pas. Ce manifeste d'ailleurs ne peut qu'entraîner l'adhésion, il est fort bien fait, si l'on manque de discernement dans sa lecture. Alors évidemment, nous n'avons pas tous la même conception de la dignité. Je parlais tout à l'heure de Jacques Attali, je vais en dire un mot. En 1981, il écrivait « Je crois que l'important dans la vie ne sera plus de travailler, mais d'être en situation de consommer, d'être un consommateur parmi d'autres machines de consommation. » Dès qu'il atteint 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt que progressivement elle se détériore. L'euthanasie sera donc un des instruments essentiels des sociétés futures dans tous les cas de figure. Mais dans la logique socialiste, la liberté et la liberté fondamentale, c'est le suicide. Le droit au suicide, direct ou indirect, est donc une valeur absolue dans ce type de société. Des machines à tuer permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera insupportable ou économiquement coûteuse. Je pense que l'euthanasie sera la règle de la société future. Eh bien, nous y sommes. Or, entre l'euthanasie et le suicide assisté, il n'y a qu'un tout petit pas à faire. Il est d'autant plus aisé que le suicide assisté existe dans beaucoup de pays d'Europe. Certains vont en Suisse pour y placer quelque argent à l'abri du fisc français particulièrement confiscatoire. Mais on peut aussi aller en Suisse pour rencontrer les anges de la mort de la société Exit. Quel merveilleux nom. Le docteur Sobel, cette fois-ci je le cite, le docteur Sobel a monté une boîte qui s'appelle Exit. Alors vous téléphonez entre 5h et 5h30, si vous voulez bien passer, la famille est là, j'attends la picouse. Alors voyez, la compassion qui est quand même une vertu bouddhiste, qui est la charité, qui est une vertu chrétienne, que prêtres et médecins
dont prêtres et médecins doivent faire preuve en permanence, est devenu un alibi au meurtre. Là est l'imposture sémantique. L'adversaire, parce qu'il y a un adversaire, je l'ai suffisamment souligné et montré du doigt. L'adversaire, c'est que demeure la fameuse clause de conscience, dont nous pouvons et devons nous prévaloir pour refuser certains actes. Or, c'est justement sur ce point que les recommandations Estrella et Lunasec, dont je parlais tout à l'heure, portaient tous leurs efforts en vue de la supprimer. S'il advenait que ce bastion soit enlevé, nous n'aurions plus de ligne légale de retranchement. La bioéthique, qui est désormais la discipline dans laquelle je suis enfermé, véritablement, ce n'est pas une discussion aimable sur le sexe des anges, hein. C'est malheureusement la confrontation à la réalité quotidienne. Je vais tenter de répondre à vos questions. Je vous remercie de votre longue patience et je suis un peu désolé de l'accent peut-être un peu passionnel que je mets dans ce que je dis, mais c'est un grand combat que celui qui se résume à l'affirmation que l'embryon est une personne. Et pour ceux qui, par exemple, diraient oui, mais enfin vous comprenez bien, l'âme ne peut pas être là à ce moment, alors mon livre répond à cette question. Il n'est pas acceptable aujourd'hui de continuer à parler du créationnisme ou du créationnisme. Le créationnisme avec A, c'est Dieu qui crée une âme à l'instant même d'une conception. À l'opposé de ça, il y avait le traducianisme qui a beaucoup influencé Augustin. Et le bienheureux Augustin a eu une immense sagesse. En fin de carrière, il a dit « Je ne sais plus, je n'arrive plus à comprendre, je n'en sais rien. Entre traducianisme et créationnisme, je ne peux plus faire le choix. » Il avait quand même fait le choix parce que ça lui avait servi, le traducianisme, pour expliquer un peu la transmission du péché originel. Mais bon, on ne va pas parler de ça. Il ne savait plus. Il s'est mis dans cette position très honnête, je ne sais plus, et d'ailleurs ça n'a plus d'importance, et là, il a botté en touche, il a dit, il a écrit, l'important c'est de croire à la résurrection. Donc, s'est occupé de la fin, ne voulait plus s'occuper du début. Or, pour ma part, je défends ici ce que j'appelle la saisie du zygote humain par l'esprit. Je m'explique. Je vous prends 3 minutes et je m'arrête, c'est promis. Comment s'imaginer que lorsqu'une fille est violée au coin du bois, dans une tournante, comme ça s'appelle, Dieu est caché derrière un arbre avec son sac et ses âmes, ce qui déjà laisse entendre qu'il y a une préexistence des âmes, n'est pas pensable, et met une âme, ou crée une âme, à cet instant précis où il y a eu une fécondation qui se fait, dans des conditions criminelles. Comment penser que lorsque le docteur Machin fait un embryon in vitro, Dieu lui donne à cet instant précis une âme? C'est quelque chose qui ne va plus. Parce qu'on fait de Dieu un complice de dérive bioéthique, c'est pas possible. Alors il y a certainement d'autres façons de comprendre l'intervention divine dans la création de la vie. Et quand on est adepte, comme moi, d'une anthropologie tripartite, mais quand je dis comme moi, c'est beaucoup d'orgueil, je me mets simplement dans la foulée de Paul, je me mets dans la foulée de Saint-Irénée, je me mets dans la foulée de Saint-Éphrem, je me mets dans la foulée même des Cappadociens avec le Nous, etc., de Palamas et compagnie. Et aussi du recteur de la faculté de théologie de Lyon, le scientifique et théologien Thierry Magnin, que je connais, à qui j'ai envoyé ce livre, lui aussi pense que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit humain. Eh bien, cet esprit humain reçoit l'Esprit Saint à l'instant même de la formation du zygote. C'est une façon
particulière de la création divine que de se saisir du zygote à l'instant même de sa formation et par l'esprit d'en faire un fils de Dieu par adoption, quelles que soient les circonstances de sa procréation. C'est-à-dire que c'est un fils de Dieu par compassion. Cette fois-ci, ce n'est pas le compassionnel, c'est la compassion divine, qui fait que chacun d'entre nous est adopté à l'instant même de la formation du zygote. C'est peut-être discutable, c'est la thèse que j'ai essayé de défendre. Une autre approche, je dirais, non pas scientifique, mais raisonnable, à notre époque, de concevoir comment se fait la vie. Et puis, à ceux qui discutent avec nous sur la question de la procréation artificielle, de la FIV, etc., et qui disent « j'ai détruit un embryon, mais j'ai pas détruit une personne ». Alors, on ne peut pas discuter. Il faut s'arrêter et poser le problème autrement. Et la question que je leur pose, c'est par l'intelligence de la science et de ce que vous faites, dites-moi combien de vies humaines avez-vous supprimées? Je ne vous ai pas dit combien d'embryons avez-vous supprimés. Je ne vous ai pas dit combien de personnes avez-vous supprimées. Je demande combien de vies ne verront pas le jour. Et en leur prenant cette question comme ça, on les gêne énormément. Je m'arrête là parce que je fais les questions et les réponses tout seul. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura quelques questions sur les sujets qui ont été abordés ce soir, et je pense qu'il faudra que vous reveniez ultérieurement, peut-être en début d'année prochaine, pour parler de l'aspect positif, ce qu'est l'homme, d'après l'apôtre Paul. Ça a déjà été abordé l'an passé, et d'après en particulier Grégoire de Nice et Maxime le Confesseur, qui est très abordable pour une mentalité occidentale. Et c'est un sujet capital si on veut lutter contre cette société mortifère, contre le relativisme. Et je vous invite à relire, et je l'avais déjà fait à plusieurs reprises, l'œuvre de Marcel de Corte, L'intelligence en péril de mort, L'homme contre l'homme. Contre lui-même. Comment? Contre lui-même. Oui, contre lui-même. Je crois qu'il y a eu 2 éditions. On avait les éditions latines et une autre, je crois, chez Dismas, avec des titres un peu différents. Voilà. Alors, je pense qu'il y aura des questions. Première question. Il y a une ou deux choses qui ne m'ont pas convaincu, oui. Que je ne suis pas sûr que Nice, Saint-Jean de Damascène soit forcément très facile en dehors du défi des orthodoxa, qui est l'un des grands textes traduits, enfin qui est loin de résumer sa pensée. A fortiori pour Maxime le Confesseur, je ne suis pas sûr qu'il soit si abordable que ça, ayant assisté à des conférences dessus. Je vous signale, il y a une nouvelle traduction faite par Madame Pinel des Ambiguës, et c'est très lisible. Admirable ce qu'elle a fait. Oui, mais un texte peut être lisible sans que la pensée de l'auteur dans son ensemble soit facile à comprendre. Cela étant, je ne suis pas sûr non plus, pour en revenir au sujet, que la question de l'interdiction des essais sur l'embryon, etc., dépende de l'animation immédiate. Oui. Je pense que c'est totalement indépendant de ça, et je ne pense pas que ça soit une bonne idée de fonder l'argumentation sur l'animation immédiate, parce que même à supposer que l'embryon n'ait pas d'âme spirituelle, ce qui de toute façon n'intéresse pas du tout un athée. Un athée, si vous argumentez sur le fait qu'il y a une âme dès le début, ça ne l'intéressera pas. C'est tout de même une matière d'origine humaine
est destiné à faire un être humain. Oui. Par ailleurs, en revanche, ce qui me semble peut-être intéressant, puisqu'on a parlé d'athéisme, Oui. je ne sais pas si vous connaissez un ouvrage de quelqu'un qui est loin d'être un grand moraliste, qui est Sartre, le Mort sans sépulture, qui, je pense, est plutôt pertinent sur la question. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'un groupe qui perd son secret, et qui en plus, en l'occurrence, est amené à tuer quelqu'un pour se sauver, perd toute consistance. C'est des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, qui finalement perdent toute crédibilité à leurs propres yeux et se laissent tuer par les collaborateurs parce qu'ils se sont autodétruits. Et je pense que l'un des intérêts de la politique actuelle sur l'embryon est avant tout de réduire les gens en esclavage. Oui. C'est-à-dire qu'une militante féministe avait dit dans les années 70, une femme à qui on aura convaincu de sacrifier son enfant pour la Révolution est prête à tout donner pour la Révolution. Alors, j'aime bien votre intervention. Il y a plusieurs étages. En ce qui concerne l'animation tardive. L'animation tardive, il y a des pères de l'Église qui l'ont défendue. Mais ces positions sur l'animation médiate ou immédiate me semblent aujourd'hui totalement dépassées. On est quand même, on a des modèles embryologiques qui nous permettent de dire des choses un peu plus avancées. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne façon, je suis d'accord avec vous, que ce soit une bonne façon d'aborder les choses. Par contre, lorsque le zygote est formé, il possède la totalité de son programme de développement. Et là, on a un autre problème qui se pose. C'est celui de la corticalité. Et il se pose autant au niveau embryonnaire qu'il va se poser en fin de vie. Je m'explique. Le cortex ne se développe pas immédiatement. Mais c'est quand même là que sera le raisonnement. C'est là que l'on pense que les synapses vont se faire. C'est là que l'on pense et que l'on fait d'ailleurs une confusion entre conscience et intelligence. Mais enfin, on commence à considérer que ce ne serait pas bien, effectivement, de détruire un fœtus lorsque le démarrage de la formation corticale commence. Très grave ça, parce que imaginez un accidenté de la route, un Alzheimer en phase terminale, le cortex est très abîmé. Alors est-ce que ça veut dire que lorsque le cortex ne commence pas, n'est pas visible, on peut faire ce qu'on veut, mais qu'à partir du moment où le cortex se développe, il ne faut plus y toucher? J'ai pas du tout dit ça. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait faire ce qu'on veut. J'ai pas dit ça non plus. J'ai dit que l'argument que l'être est doué d'un esprit ne me semble pas pertinent, tout simplement parce que si vous discutez avec quelqu'un qui est athée, l'esprit n'existe pas. Enfin, moins matérialiste. Mais j'entends bien. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait qu'avec un athée, vous avez pratiquement aucun argument à avancer en bioéthique. Bah, si, vous avez cité tout à l'heure un médecin qui est l'un des fondateurs de la FIVET, il s'appelle Tétard, et qui est très opposé aux dérives bioéthiques. Oui, mais attendez, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tétard est responsable de la première dérive, et il dit ce qui m'inquiète, c'est la dérive de la dérive. C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire en théologie, c'est-à-dire l'économie de l'économie. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que dans l'Église orthodoxe, vous ne savez peut-être pas, dans l'Église orthodoxe, on accepte de remarier des gens divorcés lorsque le divorce est passé devant le tribunal de l'Église, c'est-à-dire que lorsque le divorce a été dissous. Le mariage. Oui, le mariage dissous. Il y a eu un empereur qui a voulu que ce deuxième mariage puisse être dissous aussi. Allons-y, il est parti pour 3 mariages.
Mais une fois que le troisième mariage a été accepté, il en a voulu un quatrième. Et là, l'Église a dit non, ça suffit, mon vieux, c'est bon. Donc, et elle est quand même devenue impératrice. C'est une prostituée. Hein. Bien. Elle est quand même devenue impératrice. C'est ce qu'on appelle la dérive de la dérive ou l'économie de l'économie. Donc la première gravité dans ce que vous me dites, c'est ce que Tétart a fait. Parce que Tétart, il peut très bien ne pas vouloir qu'il y ait une dérive de la dérive, mais il a commis la première. Oui, ce que je veux dire, c'est que moi, la première dérive que je vois, c'est surtout que vous jugez théologiquement d'une situation, Oui. ou philosophiquement, Oui. en fonction d'un but pratique qui est sans doute bon, c'est-à-dire éviter un homicide en l'occurrence, Oui. mais décider d'une question spéculative à partir d'un objectif pratique ne me semble pas juste. Et en l'occurrence, vous avez cité le Pentateuque, qui effectivement... Alors je crois que ça dépend aussi des versions du Pentateuque, si vous lisez en grec ou en hébreu. Mais, Non, on va pas rentrer. Moi, je veux bien qu'on en parle parce que je connais la chose, mais le Lévitique est extrêmement précis. Et les lois du Lévitique nous ont influencés assez longtemps, avec des excès. Par exemple, tout ce qui concerne la réparation de l'impureté féminine, lors des accouchements, etc., qui malheureusement, je dis malheureusement, sont restés dans nos pratiques de l'Église orthodoxe, me semble très exagéré. Ça veut dire qu'après un accouchement, le prêtre vient dans la maison de l'accouchée pour des purifications. Il faut aussi purifier les sages-femmes qui ont participé à l'accouchement. Hein, bon. 10 jours après, il se présente à l'église, purification. 40 jours après, il se représente à l'église, purification. Je ne marche pas. Comme médecin, je n'ai jamais considéré qu'une femme qui accouche et qui donne la vie est impure en quoi que ce soit. Non, mais alors, oui. Ça, il ne s'agit pas d'une impureté morale, il s'agit d'une impureté légale, qui par ailleurs, à ma connaissance, n'a jamais été appliquée dans l'Église universelle. En revanche, dans le Code de droit canon romain, oui. Il y avait une sanction différente. Jusqu'à il y a peu de temps, il y avait une sanction différente pour l'avortement, qui était plus légère pour l'avortement les premiers jours, et qui a été changée au nom de la science. Oui, je sais bien tout ça. Simplement, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, le canon n'est pas un dogme. Oui, mais il ne s'oppose pas au dogme. Non, il est lié au dogme. Il ne s'oppose pas au dogme, mais il est lié au dogme. Alors, c'est ce que nous appelons, nous, des théologoumènes, c'est-à-dire des approximations dogmatiques. Ou des lieux théologiques. Voilà. Mais ceci étant, être extrêmement attentif à la segmentation du temps dans le déroulement d'un... oser avancer que de telle à telle période on peut faire ceci ou cela et qu'on ne peut plus le faire à une autre. Excusez-moi, je crois que le Code de droit canon n'a jamais dit qu'on pouvait tuer un enfant après une semaine. Il a dit que c'était moins grave. Oui, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, moi? C'est-à-dire, si vous tuez une personne ou si vous tuez 10 personnes, c'est moins grave quand vous en tuez une, ça ne signifie pas que c'est bien. Eh bien, c'est ce que fait le Lévitique. C'est ce que fait le Lévitique. Il vous dit, si l'embryon est configuré, c'est un homicide. Et s'il n'est pas configuré, ce n'est pas un homicide, mais vous payez le prix d'une réparation. Voilà. Donc, ça fait partie de la révélation chrétienne, je crois, le Lévitique. La révélation n'est pas terminée, ce n'est pas un fait arrêté. La révélation, elle est continue. Et la révélation, elle est eucharistique, c'est-à-dire eucharistique au sens étymologique du terme. Quand j'ai l'œil sur le microscope ou sur la lunette astronomique, je participe, par la découverte qui va être faite, à la révélation qui continue de se révéler. Rien n'est arrêté. Rien n'est arrêté. Alors c'est une porte ouverte à la connaissance et une acceptation de la science. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je prendrai le Lévitique, aujourd'hui, pour une référence dans ma foi. C'est une préparation. Ça a été une préparation. Mais en revanche, je pense que justement, dans le contexte actuel, si vous voulez convaincre un athée, vous avez un certain nombre de moyens, notamment sur le fait que les lois sur la bioéthique favorisent le totalitarisme. D'ailleurs, les premiers savants sur le sujet étaient pour un certain nombre d'entre eux des savants allemands, qui ont été recrutés par les États-Unis massivement après la Seconde Guerre mondiale, c'est connu. Vous savez, l'eugénisme a commencé en France. Ah non, il a commencé en France. Les Allemands n'ont fait qu'appliquer... Oui, les Allemands n'ont fait qu'appliquer
à leur façon méthodique, ce qui a été intellectuellement pensé ici. Grave. Deux prix Nobel. Oui. Deux prix Nobel français étaient eugénistes. Tout à fait. Alexis Carrel l'a été, et puis d'autres. Et il y en a un autre. Oui, oui, le nom m'échappe et ça va me revenir. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, une question peut-être moins ardue, mais je m'inquiète un peu entre le suicide assisté Oui. et le suicide suggéré. Suggéré, c'est-à-dire que, comment voulez-vous qu'on résiste à notre âge avancé, à la compassion d'une famille qui nous fait comprendre qu'on est trop. Vous savez, c'est comme le vieux qui en fait comprendre qu'il ne faut pas qu'il pollue une fête de famille trop longtemps, enfin qu'on devient. J'avoue que c'est personnellement ce qui m'inquiète, c'est peut-être très, très égoïste comme question, mais je m'inquiète pas uniquement pour moi, si vous voulez. Je me demande si on ne va pas vers ça, c'est-à-dire le suicide par pression sociale. Et dans ce cas-là, la personne n'osera plus, par respect humain, s'opposer à ce que finalement... Alors ça, c'est de l'euthanasie active. C'est une question un peu trop terre à terre, moi. C'est pas une question terre à terre, c'est une question de notre temps. Il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas... Comment ça s'appelle? Alors ça porte un nom. Confortable. Confortable. Une société hédoniste, relativiste, qui vit dans le confort, et tout ce qui n'est pas confortable, eh bien, ça nous dérange. Donc, le vieux nous dérange. Que faire Comment que faire? Aujourd'hui, je dis que faire. Je pose plus de questions. Non, mais que faire? Que faire? Ben, c'est justement, c'est toute la question de la bioéthique en permanence. C'est un combat. Et vous dites que faire? Eh bien, il faut combattre. Il faut être présent dans les conférences. Il faut faire des pressions sur les députés nationaux, sur les députés européens. Ma députée socialiste, à quoi ça sert d'envoyer une lettre? Elle va l'acheter la Oui, campagne. oui, mais il y en a d'autres. Par exemple, c'est sept députés qui ont, lors du 40e anniversaire de la loi de Madame Veil, se sont manifestés pour dire que c'est inacceptable, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Vous leur avez envoyé une félicitation? Moi aussi. Oui, les ai félicités. Ouais, moi aussi. Voilà. Alors, ça ne suffit pas de les féliciter, mais il faut les encourager. Et à partir de là, on peut bouger. Bon, il existe auprès à Bruxelles un lobby. Et un lobby de l'Église. Nous, on a une représentation là-bas. Et je me suis rendu compte que sur les questions bioéthiques où j'ai parfois été interrogé, ça n'avait pas beaucoup d'effet. Ça n'avait pas beaucoup d'effet à cause de ça. Donc, on met en place actuellement une commission totalement laïque, et c'est nous qui dirigeons. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va aboutir à des choses. Il faut espérer. Mais enfin, si on ne fait rien, on n'aura rien. Hein, bon, voilà. On n'aura rien. C'est pas un combat totalement perdu. C'est pas un combat totalement perdu. Parce que je le vois, alors là, sur le plan pastoral, auprès des jeunes gens, que je m'en occupe beaucoup là à l'église, et quand on leur explique les choses de façon très crue, et quand on leur montre des petits films, l'avortement c'est terminé. Hein. Voilà. Et c'est un immense succès parce que malheureusement, dans les pays de l'Est, l'avortement a été longtemps considéré comme la seule méthode contraceptive efficace et économique. Je voulais qui à un moment donné a fait le fiat. Elle a dit, oui. Elle a accepté, oui, elle a dit fiat. Oui. Et nous les femmes, Oui. Il faut bien qu'il y ait cette acceptation. D'ailleurs, lorsque souvent on s'occupe de ce qui est l'inverse, qui est la stérilité, Oui. ceux qui ne peuvent pas concevoir, bien souvent on se rend compte que dans cette stérilité, c'est parce qu'il n'y a pas eu justement cette acceptation de la femme. Et qu'à ce moment-là, ça ne passe pas. Et que cette même femme qui n'avait pas accepté, au moment où elle ouvre les bras, où elle ouvre son cœur, où elle ouvre son corps, bien souvent, bien même après avoir adopté d'autres enfants, vous arrivez devant cette femme, vous lui offrez un cadeau, ce qui m'est arrivé très souvent. Je me dis non, c'est pas possible, ne me dites pas ça. Ben si, j'ai conçu. Et elle avait cette fois-ci un enfant qu'elle avait conçu. Parce qu'il y avait eu cette ouverture du cœur, de l'âme, son don qu'on n'y est pas qu'un corps. Et la femme, je peux vous l'assurer,
je ne sais pas, il faudrait poser la question à toutes les femmes qui sont ici. Lorsque nous concevons, quelque part nous le sentons. Nous le sentons. Et cet enfant dont on parle, c'est vous, c'est comment on appelle ça, ces cellules dont vous parlez. Nous, avant que ce ne soit des cellules, pour nous, c'est des êtres qui vivent. Notre propre corps, on le sait quand on est enceinte. Avant même que le médecin ou que quelqu'un nous dise, tiens, j'ai conçu. On le sent. Comment? On ne sait pas, mais dans ce coup, tiens, je suis persuadée que je suis enceinte. Alors que rien, pour l'instant, à l'extérieur, rien absolument ne peut. À cet instant-là, on est persuadé, je peux vous garantir, on est enceinte. Alors j'aimerais que dans cette médecine, les femmes soient entendues. Parce que bien sûr, il peut y avoir des scientifiques. Moi-même, j'ai été une scientifique. Il peut y avoir les églises, il peut y avoir les religions. Mais la femme en elle-même, est celle qui relie. C'est la médiatrice. Et la médiatrice de l'homme avec Dieu, c'est-à-dire cette médiatrice qui est la femme, les femmes que nous sommes, ce que nous sommes nous, qui vous relions vous à Dieu, puisqu'il nous a choisis nous pour pouvoir concevoir, ben, il faut nous parler. Et c'est pas vraiment de nous parler, je vous assure, dans les foyers, de quelques religions, parce que la maternité est une chose qui nous est propre pour nous, ou bonheur, ou souffrance, ou tristesse, ou peur, lorsque nous discutons entre femmes, nous avons une autre façon de parler. On ne parle plus de cellules, on ne parle pas de... D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que bien souvent, vous avez parlé tout à l'heure de la mort des personnes âgées. Je me suis dit, tiens, c'est étrange que la femme soit souvent au démarrage de sa vie, bien souvent, c'est nous qui nous occupons aussi des mourants. On nous donne les deux phases de cette vie. Même quand nos pères et nos mères sont devenus, comme on dit si bien, le cerveau est presque plat, ben, on continue à considérer que le père est le père et que la mère est notre mère. Et ça, c'est intrinsèquement la femme qui l'a. Donc c'est l'éducation de la femme, c'est l'éducation de la petite fille. Et plus que l'éducation, c'est la transmission. En allemand, on dit bien ziehen, erziehen, ou bien on dit aussi construire. Mais je vous assure que la transmission, elle est énorme. Et là, le rôle de la femme, qui nous a été d'ailleurs dévolu, il est vraiment essentiel. Et nous sommes bien les gardiennes du foyer. Et ce feu qu'on nous a transmis, eh ben, j'espère bien le transmettre à nos enfants. Et qui d'autre que la mère peut le transmettre, ou la femme, avec sa flamme? Eh bien, comme Marie, eh ben, puissions-nous souvent, et encore trop longtemps, dire fiat. Alors c'est très bien ce que vous dites, bravo. C'est très bien et c'est très beau. Je rajouterai simplement un seul mot qui est presque homilétique. C'est-à-dire, je passe mon temps dans l'Église à expliquer combien le rôle de la femme est important et combien sans elle, il n'y a pas de christianisme. D'abord parce qu'elle est la seule façon d'avoir eu l'incarnation du Verbe. Ensuite, très curieusement dans l'évangile de Jean, lors des noces de Cana, alors que son heure n'est pas encore arrivée, le Christ, finalement, fait ce que sa mère savait qu'il ferait, que ce petit groupe de disciples et d'apôtres ont été entretenus par les femmes. Oh, le fric, naturellement, allait chez Judas. Mais c'est le travail des femmes et de leur famille qui a entretenu la petite bande tout au début. Que lors de la crucifixion, à part Jean, tout le monde s'est tiré, patrouille. Seules les femmes étaient là, et lorsque le Christ est ressuscité, c'est encore aux femmes qu'il s'est montré en premier. Donc sans les femmes, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de christianisme en tout cas. Donc ce n'est pas le rôle de la femme qui était discuté ici, c'est le procès des femmes qui s'autodétruisent. Madame Badater, Madame Fiaroso et autres. Ce sont les plus acharnés actuellement pour la destruction de l'embryon. Pourquoi? Parce que mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux, quand je veux, etc. Voilà.
Et c'est l'inverse justement de ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, c'est l'inverse du fiat. Et vous avez parfaitement eu raison d'intervenir sur cette question. Sur quoi a débouché la grande pétition européenne Eh bien, ça a débouché sur un échec, l'échec cuisant de madame Estrella. Ceci étant, ne nous réjouissons pas, parce que ce ne sont que des échecs temporaires, tout ça va revenir sur le tapis, avec vitesse grand V, ça c'est certain. C'est sûr, c'est sûr. Y a-t-il encore une ou deux questions? Oui, Je parlais en tant que fille de médecin, Oui. particulièrement de neurochirurgien. oui. En fait, concernant tout ce qui est l'euthanasie, est-ce que les politiques prennent en considération la conscience du médecin allant agir lors de l'euthanasie? Parce que j'ai l'impression qu'on prend toujours en considération la demande des familles, mais pas du tout le rôle du médecin en tant que tel qui, au final, se retrouve meurtrier involontairement. C'est vrai qu'un médecin qui n'a pas réussi à soigner un patient est un médecin ravageur. Et c'est le mettre face à un anti-métier, au final, c'est le faire bourreau. Et est-ce qu'ils prennent en considération ceux-là, en fait, qui vont faire une contre-profession, ils vont créer un bourreau, et est-ce qu'ils prennent en considération aussi le fait que ensuite, comment est-ce qu'on pourra avoir en tant que patient confiance entre un homme qui pourra, comme ce qui va se passer, enfin c'est déjà le cas en Belgique, pour des raisons de place dans les hôpitaux, Tout à fait. des patients, parce qu'il faut libérer des lits. Et Oui. voilà, c'est... Tout à fait, enfin, vous avez parfaitement raison. Est-ce qu'on prend en considération ça, qu'après, comment est-ce qu'un patient pourra avoir confiance entre quelqu'un qui, si le patient le gêne, pourra l'achever dans un simple coup de seringue? Une chose, Ça, en oui, fait. tout à Est-ce qu'on fait. prend en considération ça? Mademoiselle, vous avez parfaitement raison de poser cette question. Est-ce qu'on prend en considération la prise en considération, pour commencer, officiellement, c'est un collège qui décide de l'euthanasie. Démocratiquement. Oui, bien sûr. C'est un collège qui décide, un groupe de médecins. Ça se fait dans un comité d'éthique, comme par hasard. J'ai fait partie de comité d'éthique. Je sais que, parce que j'étais président d'une firme pharmaceutique aux États-Unis. Et je sais ce que c'est que des comités d'éthique. Vous savez, un comité d'éthique, au tout début des comités d'éthique, c'était un groupe de personnes où le chef de service était présent, un interne était présent, une infirmière était présente, la fille de salle était présente, le concierge éventuellement, le chauffeur, de façon à avoir un ensemble de visions et de vues très différents. Vous imaginez la fille de salle qui, devant le professeur agrégé, va la ramener, c'est pas possible. Donc le comité d'éthique, les dés étaient pipés dès le début. Bon, donc j'y crois pas. Par contre, devant quelqu'un qui est en situation de départ et qui souffre, il est certain que l'ensemble des médecins vont se consulter avant de prendre une décision. Dans la loi qui se prépare, parce que je parle d'un point de vue juridique, sur le côté émotionnel, on est tous d'accord. On veut que l'on prenne en considération ce que le patient ou le mourant aurait pu dire de son vivant comme recommandation qu'il aurait faite. Et vous comprenez bien que quand j'avais 40 ans et que mon frère est médecin et que nous parlions ensemble, je lui dis, tu sais, Bernard, hein, si je suis dans une situation comme ça, sois gentil, tu fais le nécessaire. Et vice-versa. Et si ça avait été couché sur le papier, c'est ça qu'on apporterait. Or, un homme de 40 ou 50 ans qui est en pleine forme, une femme qui est en pleine forme, prend une décision sur son futur, et vous ne savez pas quel est l'état d'esprit dans lequel ce patient est alors qu'il ne peut plus s'exprimer. Je vais vous faire une confidence. J'ai été dans le coma fort longtemps. Et quand j'en suis sorti, j'avais entendu tellement de choses que les autres pensaient que je n'avais pas entendu. Alors je vous le conseille, auprès des mourants,
Bien, ceci, non, mais c'est vrai, faire attention à ce qu'on en dit. Et beaucoup de choses sont entendues. Ça va faire partie de la loi que les recommandations d'une personne puissent être prises en considération. Or, je passe mon temps à dire qu'il ne faut pas priver quelqu'un de sa mort. Alors j'ai eu des courriers, j'ai dit ça à la télévision, et j'ai reçu des courriers de gens âgés qui me disaient, mais écoutez, c'est bien gentil ce que vous dites, mais comment ça, me priver de ma mort? Oui, parce que c'est l'instant primordial, pas primordial, c'est l'instant le plus important de la vie. Alors, de quel droit peut-on priver quelqu'un de sa mort? De quel droit le plonger dans un coma, dans une sédation profonde et continue? Actuellement, dans certains services palliatifs, on fait quelque chose de très bien. On réveille les gens. On les réveille pas trop, on les réveille suffisamment pour pouvoir discuter avec eux et leur dire, vous souffrez beaucoup sur l'échelle de souffrance que l'on fait de 0 à 10, etc. Les gens arrivent à dire, ah, je souffre à 6, à 7, à 7, à 10, etc. Insupportable. Rendormez-moi. Rendors. Il y a une formule de celui qui occupait la chaire de bioéthique avant moi, c'est le père John Brake. Il disait, ça sonne bien en français, ça sonne bien aussi en anglais. Il disait, il faut essayer de donner dans les derniers moments le maximum de conscience avec le minimum de souffrance. Et je crois que c'est une très bonne formule. Il ne faut pas avoir peur de laisser quelqu'un souffrir un peu, tant que c'est supportable. Parce que pendant cette période de conscience encore active, moi, prêtre, je dis, c'est peut-être le moment d'une conversion. Or, ce qui compte, ce n'est pas la vie qu'il a eue, c'est la vie qu'il a à cet instant précis. Donc, et en tant que prêtre, et en tant que médecin, naturellement, je refuse l'euthanasie active, j'accepte la sédation profonde, mais je n'accepte pas la sédation profonde et continue sans la possibilité de réveiller la personne pour qu'elle, je ne dis pas qu'elle profite, mais ne pas la priver de sa mort. S'il vous plaît, pour les prélèvements d'organes, alors. Ah, ça c'est On est bien. mort, Non, mais attendez, c'est très intéressant, parce que le prélèvement d'organes à cœur battant, voilà une question. Est-ce qu'on a la conscience? Non, On non. risque d'avoir la conscience? Non. Le prélèvement d'organes à cœur battant est un problème majeur. C'est pas le prélèvement d'organes en soi. La greffe d'organes n'est pas un problème. Lorsque vous donnez votre sang, c'est une greffe d'organes. Et c'est une très bonne chose. Lorsque les greffes ont commencé, elles ont commencé dans des dons, par des dons intrafamiliaux de reins à une personne de sa propre famille. C'était donc un don et en même temps de l'amour. Or, aujourd'hui, vous savez que vous êtes tous donneurs ici. Sauf celui qui a dit que... Oui, sauf celui qui s'est inscrit. Alors, j'ai fait l'expérience sur l'ordinateur. Comment puis-je faire pour faire partie des refusniks? Hein? Bon. Mais c'est la croix et la bannière, ma chère. C'est la croix et la bannière. Parce qu'à chaque étape, vous êtes culpabilisé. Bon, donc vous vous êtes réveillé un matin en étant donatrice de vos organes, sans qu'on vous ait prévenu. La veille au soir, vous étiez donateur si vous étiez sur la liste des donateurs. Le médecin qui faisait autrefois un avortement allait en prison. Et puis la loi passe, et le lendemain matin, vous allez en prison si vous ne le faites pas dans certaines conditions. Vous voyez où est le vice de la loi. Et c'est pour ça qu'il faut lire Xavier Martin. C'est très important. Il y a l'esprit des lois à l'heure actuelle. Comment la loi est tordue. Vous parlez des dons d'organes. Alors, si vous désirez donner vos organes, vous donnez vos organes. Quand on vous prélèvera, rassurez-vous, vous ne souffrirez pas. Mais la question n'est pas là. Il y a une grande question morale. Sur un accidenté de la route, vous en voyez tous les jours. Tous les jours, vous avez des motocyclistes qui passent en faisant du slalom entre les voitures. Je les vois, ces jeunes gens, en pleine santé. Et je sais que proportionnellement, ils sont des donneurs d'organes, des donneurs de reins à tous les coups. Or, vous savez que sur un jeune
en parfaite santé, on ne prend pas un rein ou une cornée, on prend tout. Parce que tout est implantable. Le cœur, les poumons, le bloc cœur-poumon, le pancréas, le foie, les reins, les yeux, la cornée. L'utérus, récemment en France, une grande première, on a greffé un utérus. Alors c'est une belle question ça. Je veux avoir un enfant, mon utérus est déficient, je me fais greffer un utérus. Donc je me fais greffer un organe qui est un simple, comment dirais-je, réceptacle. Alors on oublie totalement quelque chose qui est nouveau en France, pour nous les Français, c'est l'épigénétisme. C'est-à-dire tout ce qui se passe entre un fœtus et l'environnement, qui n'est pas le même avec l'utérus de Madame Tortempion et de Madame Machin, parce qu'elles ne vivent pas au même endroit, ni dans les mêmes conditions. On sait parfaitement que un enfant, un fœtus qui est dans un ventre X, dont la mère écoute Chopin, n'aura pas les mêmes réactions nerveuses qu'un enfant dont la mère écoute du rap. Bien sûr. Donc vous voyez, se faire greffer un utérus pose des questions morales. Ceci étant, c'est un utérus obligatoirement un don, parce qu'on ne va pas le prélever il ne serait plus fonctionnel suffisamment. Alors c'est la question que je soulève, la question des conditions du prélèvement. Toute la question de la greffe, c'est les questions relatives au prélèvement. Est-ce que je prélève sur un cadavre? Est-ce que je prélève sur un moribond? Est-ce que je prélève sur un type en pleine santé et que j'ai déclaré légume? Parce que le tronc cérébral ne répond plus. Je ne parle pas du cerveau, le tronc cérébral. Parce que pour l'instant, comme la mort est une conception à géométrie variable, en 20 ans, la mort a changé. Autrefois, un mort, c'était quelqu'un auquel le croque-mort mordait l'orteil pour voir s'il bouge. Bon. Aujourd'hui, un mort, c'est quelqu'un qui est en pleine forme, qui a des muscles, qui a un cœur battant, qui respire. Mais on vous a dit qu'il est mort. Il a une sensibilité. Oui, et on vous dit qu'il est mort. Il est mort pourquoi? Parce qu'on pense que sa corticalité est réduite à l'état zéro. Et on revient à la question de tout à l'heure, la question de la corticalité. Est-ce que une vie commence avec une vie est honorable lorsque la corticalité a commencé à se développer? Et est-ce qu'elle n'est plus honorable lorsque la corticalité a commencé à se casser, se détruire? Et si c'est le cas, alors tous les Alzheimer ont droit à l'euthanasie. Mais un décapité vit un certain temps après la décapitation, ça a été montré. Il y a eu des... Oui, il y a eu Ça a des... été montré par une expérience à clin d'œil. C'est ça. Je ne sais pas. Oui, oui. Donc c'est quand même très inquiétant tout ça. Mais bien sûr que c'est inquiétant. Quelqu'un à qui on prélève un organe, est-ce qu'il peut être conscient et avoir peur? Ah ben non, je ne pense pas, parce qu'on prélève un organe sur quelqu'un justement dont le système nerveux est aboli et dont la corticalité est dépassée. Donc, Est-ce qu'il ne les tue pas un peu avant pour s'assurer qu'ils sont bien? donc je peux simplement vous dire une chose que je ne voudrais pas qu'on enregistre, c'est que